Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te propose de voir comment je gère le bruit et la netteté dans mes photos. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est une sorte de mise à jour par rapport à ce que j'avais pu dire en 2020 dans une vidéo où justement je te parlais de ma nouvelle approche pour gérer le bruit et la netteté dans mes photos. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. L'information n'est loin d'être obsolète. Les logiciels en question dont je te parle dans la vidéo, je les utilise de temps en temps et c'est surtout que dans la vidéo, je rentre en détail dans chacun de ces logiciels-là. Or, aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas le faire même si j'en évoque certains résultats de ces logiciels. Pour te remettre dans le contexte, à l'époque, en 2020, ça faisait plus de 10 ans que j'utilisais le même logiciel, à savoir Lightroom classique, pour gérer mes photos. Aussi bien gérer physiquement les fichiers, mais aussi traiter mes photos, gérer le bruit, gérer la netteté et gérer les couleurs, etc. Et si Lightroom a évolué pendant ces plus des 10 années qui étaient écoulées, en ce qui concerne la gestion du bruit et de la netteté, ils n'avaient pas évolué tant que ça. Surtout quand on le comparait à ce qui existait sur le marché proposé par des éditeurs tels que Topaz avec une suite de produits comme Photo AI, Sharpen AI. À savoir que Photo AI, en fait, c'est une solution qui se focalise sur la gestion du bruit, mais va gérer la netteté également, alors que Sharpen AI, c'est un logiciel qui se focalise sur les problèmes de netteté, quelle que soit leur source, et va également gérer le bruit. Voilà. Depuis, Topaz a combiné un petit peu les deux, on peut toujours les acheter indépendamment, mais ils ont sorti une autre solution qui merge les deux, et une troisième application également, qui s'appelle Photo AI. Voilà. Je ne vais pas parler de Photo AI dans cette vidéo, mais sache qu'elle existe. Alors, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis en 2024? Eh bien, je t'avouerai que Topaz, je l'ai utilisé jusqu'en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Eh bien, j'ai eu un mariage que je n'aurais pas dû faire pour plein de raisons, voilà. Mais c'était ma petite œuvre caritative à moi. Voilà, il m'arrive d'en faire de temps en temps où j'accepte de faire un job que j'aurais pas dû le faire. Après, je m'en mords les doigts, mais bon, voilà, c'était mon geste caritatif. Et ce qui est très spécifique par rapport à ce mariage-là, c'est que le lieu où s'est déroulé le mariage, c'était un pub. Alors, pour toi, qui n'es pas britannique, tu te dis « Ah, un pub, ça doit être très sympa de faire un mariage. » Oui, ça peut l'être très sympa, seulement je savais où est-ce qu'il allait se dérouler et je savais que les résultats allaient être atroces. Mais j'ai accepté de le faire. Ça, c'est mon erreur. Bref, la cérémonie s'est faite dans un lieu où la luminosité était extrêmement pauvre et donc je savais que les résultats des photos allaient être terribles. Quelques mois plus tard, au moment où j'ai dû traiter ces images, eh bien Dieu sait que j'étais sous le stress. Parce que même Topaz denoise n'arrivait pas à me produire des images satisfaisantes par rapport à mes standards. Et là, oui, je sentais la pression. Et d'un seul coup, je me suis rappelé que 8 mois auparavant, j'avais fait une revue de produits, à savoir Photolab 5 de DxO. Si tu ne connais pas Photolab 5, j'ai fait une vidéo, donc alors, puisque je t'en parle, le lien s'affiche ici. Certes, de nos jours, en 2024, on a Photolab 7. Quelque chose. Cela dit, la vidéo que j'ai faite à l'époque, elle n'est pas obsolète, tout simplement parce que toute la fondation, tout le socle de connaissances par rapport au fonctionnement de Photolab reste le même en soi. Donc, si tu veux en savoir plus sur la solution, je t'invite à cliquer sur le lien. Et donc, d'un seul coup, je me suis rappelé de DxO et c'était pas tant Photolab qui m'intéressait à ce moment-là, c'était une autre solution qui d'ailleurs venait de monter de version, à savoir Puro. Puro n'est pas un substitut à Photolab. Photolab, c'est un logiciel de traitement d'images comme Lightroom, Capture One et autres. Puro, c'est une petite solution qui se focalise uniquement sur la gestion du fichier RAW. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la gestion du fichier RAW? Qu'est-ce que le fichier RAW déjà? Pour beaucoup, le fichier RAW, c'est le négatif numérique. Personnellement, je ne suis pas fan de cette analogie, tout simplement parce que si tu as déjà tenu un négatif issu d'une pellicule, il suffit de le passer à la lumière et tu vas voir une image. Donc l'image, elle est là. Certes, elle est inversée, tu n'as pas forcément toutes les couleurs, tout le rendu, etc. Mais il y a une image. RAW, lui, n'est pas une image. Et avant que tu me dises, mais Tom, je shoot en RAW depuis des années, je vois mon image à l'arrière de mon appareil photo et je vois mon RAW sur mon ordinateur et je vois une image. Non, ce que tu vois, c'est pas le RAW. Ce que tu vois, c'est qu'à l'intérieur de ce fichier RAW, il y a un aperçu de ton image qui est un JPEG et toutes les données de ce JPEG sont contenues à l'intérieur de ce RAW. Et donc, du coup, c'est un aperçu que tu vois. Sans ça, tu ne pourrais pas voir
ton image à l'arrière de l'appareil photo numérique, ce qui serait quand même très embêtant, je dois dire. Et ça t'aide aussi pour gérer tes fichiers, pour dire tiens de quelle photo il s'agit, plutôt que de voir simplement le nom de ton fichier. Voilà pourquoi tu vois l'image. Donc bref, ce fichier RAW contient toutes les données brutes enregistrées par ton capteur numérique. Voilà ce qu'est le fichier RAW. Et ce fichier RAW demande à être traité, contrairement à un JPEG. Un JPEG, tu l'ouvres, dès qu'il a été pris, le JPEG, tu peux l'envoyer à tes amis, tu peux l'utiliser. D'ailleurs, les photographes sportifs, très souvent, ne travaillent qu'en JPEG, parce qu'à peine ils ont pris la photo, pof, la photo, elle part. Elle part directement pour les journaux, les magazines, etc. directement. Et il y a très très peu de retouches qui sont faites dessus, s'il y en a. Il y a sûrement un recadrage. Donc revenons au fichier RAW. Le fichier RAW demande à être traité. Et quand on pense au traitement du fichier RAW, on pourrait distinguer en fin de compte deux étapes. La première étape consisterait en fait à récupérer les données qui ont été enregistrées par le capteur et à les interpréter. C'est ce que l'on va parler de dématrissage. Dématrissage, c'est qu'en fait, et on a l'information de tous les pixels qui sont en fait le résultat des photosites sur ton capteur. Donc, c'est l'analyse de ces pixels-là et retrouver la couleur que l'on doit avoir pour chacun des pixels. Voilà ce qu'est le dématrissage, de façon très vulgaire. Et puis, donc ça c'est la récupération des données, on pourrait appeler ça restauration. Et de l'autre côté, on a une autre étape qui, elle, est le rendu de ton image. C'est là que tu vas augmenter ou descendre la luminosité avec un curseur, augmenter ou descendre le contraste, changer la teinte d'une couleur, changer le niveau de saturation d'une couleur, corriger la balance des blancs par exemple. Tout ça, c'est le rendu de ton image. C'est l'aspect créatif une fois que tu as fait la prise de vue. Et comme tu peux déjà le comprendre, eh bien, il y a une étape, l'étape de restauration avec le dématrissage. Ça, l'homme, l'humain, n'a pas d'interaction à faire, il n'a rien à faire. Par contre, le rendu, eh bien, cet aspect créatif, ça c'est purement subjectif. Donc là, c'est l'étape pour l'individu de faire ses choix. Et puis, il y a DxO se sont dit, bah, ok, on a ces deux étapes-là, nous on va se focaliser, dans Pure RAW, on va se focaliser sur cet aspect du dématrissage. Et puis ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin, parce que DxO, ils ont une culture d'analyse des défauts des objectifs en combinaison avec tel ou tel appareil photo, etc. Et une analyse d'avoir le meilleur rendu de l'image, entre guillemets, à partir des données brutes. Et ils se sont dit, il y a aussi d'autres points qui nécessitent d'être traités, gérés, et on pense qu'on peut obtenir un meilleur résultat si on utilise des formules mathématiques, si on utilise un certain algorithme, plutôt que de laisser l'humain bouger un curseur. Alors de quelle notion je veux parler? Eh bien, ne serait-ce que le bruit, par exemple. Le bruit, on est tous d'accord qu'on n'en veut pas dans nos photos. Et attention, je parle du bruit, je ne parle pas du grain dans la photo. C'est différent. Il n'y a pas de grain dans la photo numérique. Il y a du bruit. Le grain, c'est pour l'analogue, c'est pour la pellicule. Le bruit, c'est une aberration. On a des points de couleur qui ne devraient pas être à des endroits. Et on est tous d'accord pour ne pas les avoir. De là à les gérer de façon optimale, c'est pas forcément simple. On n'a pas tous la même vue, certains portent des lunettes, d'autres pas. Et on pourrait dire que comme c'est issu d'une connaissance de tel capteur et de tels paramètres au moment de la prise de vue et autres, un tel volume de lumière, l'ordinateur pourrait le faire. Ah, donc si c'est pas subjectif, le programme pourrait le faire. Qui dit dématrissage, analyse des couleurs, des pixels, etc., eh bien, pourquoi il ne gérerait pas également la netteté? Parce qu'on connaît aussi les problèmes de tel objectif par rapport à tel appareil photo. Ça, on pourrait aussi laisser un algorithme le faire. Alors, en plus de la netteté, quand on parle gérer l'objectif, on peut se dire, eh bien, il y a d'autres problèmes liés à l'objectif. Le vignettage, par exemple. Le vignettage, on sait que ça va être un problème où sur les bordures de l'image, ça va être plus sombre qu'au centre. Eh bien ça, le logiciel, de par notre algorithme, qui est issu d'une analyse des résultats de photos produites par tel objectif et tel appareil photo, eh bien on peut analyser et corriger les choses de façon optimale. Ça, c'est le vignettage. Après, il y a les aberrations chromatiques. Si tu ne sais pas ce que sont les aberrations chromatiques, je t'invite à cliquer sur le lien. J'ai fait une vidéo très précise sur le sujet et comment les gérer. Mais bref, c'est pas toujours évident. Donc, laissons faire les algorithmes pour traiter ça. Et enfin, la distorsion. Et donc, ils ont décidé effectivement de créer une solution Pure RAW
qui va non seulement faire le dématrissage, gérer le vignettage, gérer les distorsions potentielles, gérer les aberrations chromatiques et la netteté. Et ça, de base. Et le but, c'est de produire un fichier au sortir de ça. Et alors attention, si Topaz, lui, te sortait un fichier, mais te sortait un TIFF, Puro, lui, va te sortir un DNG linéaire. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un fichier DNG, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais la vidéo principale que tu dois voir sur le fichier DNG, elle est là, voilà. À savoir une chose, c'est que tous mes fichiers RAW natifs, CR3, CR2 et autres, je les convertis tous en DNG. Encore aujourd'hui, que j'utilise Puro ou pas, ça n'a rien à voir, je l'ai toujours fait, je le fais depuis 2014, je l'ai toujours fait. Dans cette vidéo, je t'explique effectivement pourquoi. Donc, au sortir de Puro, on a un DNG. Mais attention, c'est un DNG linéaire. Alors, quelle est la différence entre un fichier DNG et un DNG linéaire? C'est que le DNG linéaire contient toutes les informations qu'on a dans le fichier RAW. On n'a rien perdu. C'est juste qu'il y a des informations supplémentaires tant qu'à l'analyse de certaines informations de ce fichier RAW. Tu l'as deviné, quelles informations? La netteté, la gestion du bruit, le vignettage, les distorsions et enfin les aberrations chromatiques. Mais tout le reste, toute l'ampleur des informations, des couleurs, etc., tout ça, c'est dans ce fichier DNG linéaire. Donc ça veut dire qu'on a plus, on a plus de matériaux, si tu veux, produits par Puro que dans le TIFF issu de Topaz. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Ben, c'est grave, oui et non. C'est-à-dire que Topaz nous dit, quand vous utilisez nos logiciels, vous utilisez notre logiciel au moment où vous avez géré la luminosité dans vos photos et votre cadrage. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous générez, vous passez dans Topaz Denoise ou Sharpen. Pourquoi? Parce que l'étape qui irait ensuite, ça serait peut-être d'aller dans Photoshop, d'aller faire du clonage, d'aller modifier les pixels, d'aller cloner des pixels, etc. Et donc à ce moment-là, eh bien, autant le faire à partir de pixels qui sont propres. Donc voilà l'idée de Topaz. Mais si jamais tu venais à vouloir trop bouger les curseurs, etc. dans ton fichier TIFF, eh bien tu ne vas pas avoir toute la latitude que tu aurais eu dans ton fichier RAW. Donc voilà la grosse différence déjà entre avoir un fichier DNG linéaire, d'avoir un fichier TIFF. Donc c'est déjà un avantage d'utiliser Puro. Et donc pour revenir à ma petite histoire, j'ai décidé de tester donc Puro 2. DxO, comme beaucoup d'éditeurs, propose de télécharger gratuitement leur logiciel pour faire un essai, je crois que c'est 7 jours. Et je le teste sur les photos prises durant la cérémonie. Et là, je suis bluffé. Les photos qui étaient perdues avec Topaz, je les retrouvais. Et je t'avoue que je n'ai pas attendu les 7 jours, j'ai acheté la licence pour Puro 2. Et donc du coup, eh ben, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tous mes fichiers, pas uniquement les fichiers à problème, tous mes fichiers passent dans Puro avant d'être traités dans Lightroom. Alors, ça c'était Puro 2, Puro 3 est sorti avec des améliorations. Et récemment, il y a quelques semaines, il y a eu Puro 4. Et justement, je dis, tiens, il va falloir que je parle de Puro 4. Et je vais justement te montrer ça de près. Alors, pour te montrer le fonctionnement de Puro 4 et puis te montrer les résultats qu'on peut obtenir avec Puro en général, j'ai fait une sélection de 4 photos. Ces 4 photos, les 2 photos qui sont à droite, ce sont des photos issues d'un mariage que j'ai fait au mois d'octobre dernier. Et c'est des photos rejetées, c'est-à-dire que c'est des photos que j'ai mis de côté, que je n'ai pas gardées, mais qui vont quand même illustrer le propos. Et si tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas gardé, tout simplement parce que j'avais d'autres photos prises à ce moment-là et elles étaient mieux. Et la photo que tu vois à droite, comme tu peux imaginer, beaucoup trop lumineuse, le soleil est passé à ce moment-là, ce qui a gâché les choses au niveau de la robe de la mariée. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas gardée. Mais ça va illustrer le propos. Ensuite, les 2 photos de gauche, eh bien, on a un piaf, un oiseau. Donc, ça va bien illustrer les besoins des photographes animaliers qui sont amenés justement à prendre des photos avec des ISO assez élevés pour avoir une vitesse assez acceptable et par rapport à la longueur de leur focale. Et puis ensuite, on a un portrait que j'ai fait lors du stage dédié au portrait au mois de septembre dernier. Et c'est Benjamin, voilà, Benji qui était avec nous pendant ce stage. Voilà. Alors, si on regarde justement de près cette photo-là, celle-ci. Cette photo, comme tu peux le voir en haut, elle a été prise à ISO 8000. Quand on la regarde comme ça, on se dit, bah, c'est vraiment pas mal. Elle a été prise à ISO 8000, mais avec le R5 quand même. Hein, faut mettre dans le contexte. Et quand on clique dedans, eh bien, c'est là qu'on voit le bruit. Et c'est quand même pas mal pour du 8000. Hein. Pour du 8000, c'est quand même pas mal.
on voit quand même assez de détails, mais il va falloir le gérer. Et quand on va donc dans le module de développement de Lightroom, tu t'aperçois que, bon, à part le masque de netteté ici, je n'ai rien fait ici, c'est simplement les valeurs par défaut, je n'ai rien géré. Ce que l'on peut faire, ce que je ne pouvais pas faire en 2020, c'est que Lightroom a évolué, que maintenant on a la possibilité de réduire le bruit de façon intelligente dans Lightroom avec la réduction du bruit en automatique, en utilisant l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on est dans Lightroom en version anglaise, là je te l'ai mise en français pour que tu puisses suivre, mais dans la version anglaise, ils ont appelé ça Denoise. Ça te rappelle rien? Denoise de chez Topaz, Denoise AI, voilà. Donc, quand on lance là-dessus, il va te générer un DNG linéaire et le rendu, c'est celui-ci. Voilà ce que l'on obtient. Donc, si on compare les deux fichiers, je vais inverser l'ordre comme ça. Donc, à gauche, on a notre fichier RAW. À droite, on a notre DNG linéaire proposé par Lightroom. Et comme tu peux voir, en ce qui concerne le bruit, ben, c'est bien géré. On s'aperçoit que bon, c'est quand même assez plat tout ça. Hein. On a vite l'impression qu'on a perdu du détail. Des fois, le bruit dans une image nous crée, en fonction de la qualité du bruit, hein, faut dire, mais nous donne un faux semblant de netteté. Donc des fois, il y a des compromis à faire. On accepte d'avoir le bruit pour avoir un semblant de netteté. Et donc là, au niveau de la gestion, quand on voit les choses, bon, c'est propre, mais c'est quand même relativement plat. Hein, quand on regarde la main comme ça, c'est relativement lisse. Ici, sur le lapel, là, eh bien, on pouvait monter. Je vois des détails ici, là, la découpe, alors que ici, la découpe, elle est complètement perdue. Donc dans les ombres, on n'a pas les détails. Et puis, si on regarde dans le sol, aussi, ça peut être intéressant. Tu vois, sur l'original, la moquette qui était là, regarde ce que l'on a ici. On a quelque chose qui est vraiment pas terrible du tout. On dirait du lino par terre, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Mais sinon, bon, purement au niveau de netteté, il a récupéré certains des détails. Et là, quand je clique dedans, hein, tu vois, je suis à 200%. Donc si je passe à 100%, voilà ce que on obtient. Bon, c'est pas si mal que ça pourrait très bien fonctionner. Si on compare maintenant avec Denoise, voilà le résultat de Denoise AI, donc qui nous a fait notre TIFF. Et bon, à 100% ici sur l'enregistrement, ça va être très difficile de juger. Donc je te propose de regarder à 200%, voilà. Et comparons. Bon, on a l'impression qu'on a plus de bruit dans côté Denoise que côté Lightroom. Je dirais pas ça. Je dirais qu'en fait, notre bruit s'est transformé en grain. Et donc, de ce grain-là, on se retrouve à avoir une sorte de texture quand même, et certains contrastes, certains détails qui peuvent être appréciables. Dans les cheveux, on a vraiment l'impression d'avoir des cheveux individuels, alors que là, on a plus une vague, comme si c'était peint, en fin de compte. Quand on revient sur la partie sombre, ici, ben, on s'aperçoit qu'on peut monter, mais j'ai du mal à aller au-dessus de cette limite-là pour avoir des détails sur le lapel. Et celui-là, comme on l'a dit, ben, ça s'arrête ici. Au niveau du sol, par exemple, bah, c'est quand même un petit peu mieux. C'est moins plastique, c'est moins effet lino. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Tout à l'heure, on verra ce que ça donne quand on passe avec Puro. Un autre exemple, cette photo-là, ici, elle a été faite à ISO 5000. C'est la même pièce, même endroit. Quand on regarde, j'ai du bruit, qui est propre quand même, hein, ce bruit. Il est propre. Mais bon, on aimerait bien quand même le gérer. Si j'utilise Lightroom avec la solution automatique, voilà ce que l'on a. On récupère bien les détails, il y a du contraste. Certes, les murs sont lisses, mais de toute façon, les murs étaient lisses. Quand on regarde au sol, ben là, il n'y avait pas de texture non plus là, donc ça, c'est pas trop choquant en soi. C'est juste au niveau de la transition ici que c'est pas terrible. Là, on va avoir pas mal de netteté. Encore une fois, on est à 200%. Hein. Mais au sol, tu vas t'apercevoir que dans les ombres, dans certains endroits, c'est pas terrible. Et là, bah, c'est pas terrible non plus. Voilà ce que l'on obtient. Mais à 100%, ça se verrait pas tant que ça quand même. Alors, si on passe à une autre photo, celle-ci, qui est un portrait. Alors, elle a été faite à ISO 100. Donc, ISO 100 sur le R5, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait du bruit. Mais
bon, il y en a un petit peu légèrement, c'est plus un grain qu'un bruit, je dirais, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et Benji, j'espère que tu m'en voudras pas d'être aussi zoomé comme ça sur ton visage. Si on compare avec ce que nous propose Lightroom, eh bien, voilà ce que ça pourrait donner. Tu vois que l'arrière-plan est un peu plus lissé. En ce qui concerne les détails, je trouve ça relativement propre. C'est très propre ce que nous propose Lightroom. Dans les transitions, voilà, il n'y a absolument rien à dire. Quand on regarde au niveau de la chevelure, dans les parties sombres, là, il y a des détails que l'on n'avait pas forcément avant, où ça faisait sale. Et si on compare avec Topaz, c'est là qu'on va voir une énorme différence. Parce que comme je t'ai dit, Topaz, lui, gère le bruit, mais il va injecter une gestion de netteté en plus de ça. Et tu le vois ce que ça fait ici. Il y a quelque chose qui est... ça fait très net. Hein, regarde les cheveux qui sont là par rapport là. Ça fait très net, mais après par derrière, c'est assez bizarre. Ça fait un peu peinture et un peu de netteté dans certains endroits. La netteté, on va la retrouver aussi ici sur la barbe. Hein. Si tu regardes au niveau de la moustache ici, plus de netteté. Les lèvres, beaucoup plus de netteté que ce que l'on a ici sur le visage. Quand on regarde là, effectivement, tout a été lissé. Mais ça nous donne un résultat très propre. Quand on regarde les cils, là, ils ressortent bien. L'œil est pétillant, bien plus qu'il l'est à cet endroit-là. Et enfin, le dernier exemple que je voulais te montrer, c'était celui-là. C'était sur l'oiseau, pris à ISO 5000, chose qui est relativement classique pour des photos animalières. Même si l'oiseau n'était pas en plein vol ici. On a du bruit, il va falloir le gérer. La peur qu'on peut avoir, c'est qu'en gérant ce bruit, eh bien, on va perdre de la netteté, des détails dans les plumes. Eh bien, regardons ce que nous propose Lightroom. Voilà. C'est pas mal. Gestion du bruit est bonne. On récupère, on a encore des détails dans les plumes. C'est plutôt pas mal. Mais si on regarde maintenant avec Topaz, Lightroom est à gauche, Topaz est à droite. Tu t'aperçois que d'avoir injecté cette gestion de netteté en plus, eh bien, c'est pas mal du tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas capable de récupérer du bruit. Une fois qu'on avait le traitement automatique de Lightroom, on pourrait effectivement le faire. En jouant sur le curseur ou bien en envoyant le fichier chez Topaz et gérer le bruit. On pourrait gérer la netteté. On pourrait l'avoir. Mais là, je dois dire que Topaz, c'est pour ça que Topaz est très apprécié dans le monde de la photo en général, mais très apprécié dans la photo animalière, parce que justement, on récupère toute cette netteté dans les photos. Donc le résultat est absolument magnifique. Regarde comment l'œil pétille, etc. Donc bon résultat. Donc voilà, maintenant il est temps de voir comment Puro fonctionne et quelle va être la différence par rapport à ces résultats qu'on a obtenus là. Il faut comprendre que Lightroom, que Puro, c'est un logiciel à part entière. Et on peut, depuis toujours, ou du moins depuis que je connais Puro, on peut l'utiliser indépendamment de tout autre logiciel. La façon dont l'utiliser, par exemple, je pourrais le lancer ici. Alors depuis Puro 4, on a une petite icône ici, on peut cliquer et puis le lancer. On se retrouve à avoir cette fenêtre-là. Et on pourrait très bien aller chercher nos répertoires et faire glisser nos images directement. Voilà. On pourrait très bien le faire comme ça. Et il y en a qui font comme ça. Ils rentrent de shoot et puis ils mettent leurs photos sur l'ordinateur et puis à peine ils sont sur l'ordinateur, pof, ils font glisser ça dans Puro, ils lancent et puis ils vont manger et quand ils reviennent, parce que ça prend quand même du temps, ils vont faire le travail sur leurs photos après coup. Je t'avouerai que c'est pas quelque chose que je fais. Il y a des avantages à le faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des listes de traitement. Par liste de traitement, j'entends que tu peux envoyer 10 photos qui vont être gérées de la même façon. Et puis tu peux créer une autre liste de traitement qui va être gérée d'une façon différente, etc. Tu peux retirer des photos qui n'ont pas encore été traitées, en rajouter, etc. au fur et à mesure. C'est une méthode de travail, ce n'est pas ce que moi j'utilise. Tout le travail, je le fais à partir de Lightroom. Pourquoi? Parce que toutes mes photos, je les importe dans Lightroom. Je fais mon tri des photos. Et une fois que j'ai fait mon tri de mes photos, toutes les photos que j'ai gardées, ensuite je les envoie dans Puro. Et pour le faire, eh bien, je vais sélectionner les photos. En l'occurrence, je vais sélectionner les fichiers RAW ici. Il faut bien comprendre aussi que si les solutions Topaz, on peut envoyer des fichiers RAW, mais on peut envoyer des fichiers TIFF, on peut envoyer d'autres fichiers. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on part de Lightroom vers les solutions Topaz, en fait, Lightroom nous génère un TIFF à partir des
paramètre qu'on a choisi dans Lightroom, et ce TIFF est envoyé ensuite à Topaz. Alors que PureRAW, lui, n'accepte qu'un fichier RAW. Alors, soit ton fichier RAW propriétaire, ton CR3, soit un fichier RAW DNG, si tu as fait la conversion à l'intérieur de Lightroom en conversion DNG. L'exception, c'est que tu ne peux pas prendre un fichier DNG linéaire qui serait issu de la gestion du bruit automatique de Lightroom, comme on a vu, et envoyer ça à PureRAW. Pourquoi? Parce qu'il s'agit déjà d'un fichier linéaire. Donc, puis ça n'aurait pas de sens. Hein, tu as déjà traité le bruit dans Lightroom, tu ne vas pas l'envoyer dans PureRAW. Donc, tu prends ton fichier et tu vas l'envoyer de Lightroom vers PureRAW. Sache que quand tu fais ça, tous les paramètres que tu aurais pu faire de développement, etc. dans Lightroom ne vont pas être pris en compte par PureRAW lors de son analyse des choses. Donc tu auras beau mettre le curseur de netteté ou de bruit, de gestion de bruit à fond dans Lightroom, ça n'aura absolument aucune influence sur le traitement de PureRAW. Voilà. Donc comment je m'y prends ici? Bien, une fois qu'on a fait notre sélection, on peut faire un clic droit et puis on pourrait en fait faire export, non pas exporter, on peut, si, autant pour moi, exporter, et là on va faire envoyer dans PureRAW ici. On pourrait également le faire à partir de fichiers. Fichier, exporter, que je trouve, voilà, ici, exporter avec les réglages prédéfinis, et là tu vas voir que l'on a PureRAW 4 qui apparaît ici. Alors, tu t'aperçois qu'on a deux options ici. C'est nouveau dans PureRAW 4. Avant, on n'en avait pas, on n'en avait qu'un seul, à savoir traitement instantané de PureRAW 4. Quand tu fais ça, regarde ce qui se passe. Je vais avoir PureRAW qui va se lancer, et on se retrouve à avoir cette fenêtre-là. Elle est différente de ce que l'on avait dans PureRAW 2 et PureRAW 3, mais le fonctionnement reste le même. C'est-à-dire que tu vois qu'on a deux étapes, la correction et la sortie. Si on clique dans correction, pour faire modifier, on va se retrouver à avoir un choix à faire quant à l'algorithme utilisé pour faire l'analyse du traitement de l'image. Soit d'E', soit d'E' XD2 et XD. Tu noteras au passage qu'avec PureRAW 4, on a maintenant XD2. C'est nouveau. Dans les propriétés de PureRAW, on pourrait aussi activer les anciens algorithmes. Pourquoi tu voudrais faire ça? J'en sais rien, mais tu as la possibilité de le faire. Si tu es un habitué de Photolab, tu reconnaîtras que tu n'as pas XT2 encore, mais tu as XD qui est là. Et puis tu as d'E' et puis tu as les autres. Dessous, tu as la possibilité de gérer la luminance et de forcer les détails. Là, les valeurs sont par défaut ici. Ensuite, dessous, on va avoir les fameuses corrections optiques dont je te parlais, c'est-à-dire la netteté. Et alors, pour la netteté de l'optique, tu remarqueras qu'on a une liste déroulante. Et là, on a faible, standard, forte, élevée. Ça a été introduit dans PureRAW 3. Ce qui pouvait être intéressant parce qu'en fonction justement du matériel utilisé, d'un objectif qui aurait tendance à être un petit peu, pas avoir beaucoup de piqué, mais tu pourrais le récupérer grâce à ça. Personnellement, ce que j'avais trouvé avec PureRAW 3, c'était que quand je faisais du portrait, je choisissais toujours faible. Et quand je choisissais paysage ou toute autre chose, je laissais en standard. Voilà. Et j'ai jamais eu à utiliser forte et élevée. Ensuite, on a le vignettage. Est-ce que tu veux que PureRAW gère le vignettage? Oui ou non? Les aberrations chromatiques? Oui ou non? Distorsion? Oui ou non? Et puis, depuis PureRAW 3, on a aussi cette option-là qui est, en fait, une fois qu'il a géré la distorsion, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce que tu veux garder le même aspect ratio que tu avais au départ? Est-ce que tu veux un recadrage? Ou est-ce que tu veux la totalité de l'image? Voilà. Donc ça, tu peux choisir ton choix. Et ensuite, tu fais appliquer. Ensuite, en sortie. Donc quand on clique là-dessus, eh bien, tu vas pouvoir choisir ton format de sortie, soit le DNG, soit un TIFF, soit un JPEG. Pourquoi tu choisirais un JPEG? Si tu as envie d'avoir ton image et tu veux l'envoyer immédiatement. On pourrait imaginer d'ailleurs les photographes qui feraient de la photo sportive, mais qui shooteraient en RAW et qui voudraient avoir le meilleure image possible, pourraient avoir envie d'avoir un JPEG, ou si tu en as besoin immédiatement de ton JPEG. Le TIFF, pourquoi tu voudrais partir en TIFF? Si tu es satisfait des couleurs, etc. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt quand tu as la possibilité de le sortir en DNG, vu la latitude dont je te parlais tout à l'heure. Ensuite, la destination. Et alors, par destination, eh bien, par défaut, tu vas avoir le dossier d'origine de l'image ou bien dans un dossier totalement différent.
Et puis, si tu es en dossier d'origine de l'image, tu peux aussi spécifier d'avoir un sous-dossier. C'est une pratique assez courante d'avoir un fichier, un répertoire DxO dans ton répertoire d'origine. Et dans ce répertoire DxO, tu vas avoir tous les résultats. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour mes mariages, si tu veux. Une fois que j'ai fait ma sélection des images, d'abord, avant de faire ma sélection, j'ai déjà organisé mes images par chapitre. Pourquoi chapitre? Parce qu'un mariage, il y a différents chapitres. Tu as la préparation, tu as la cérémonie, tu as ensuite les photos de couple, tu as les photos de groupe, tu as le repas, tu as la fête où ils dansent. Donc tout ça, c'est les chapitres pour moi. Et donc j'organise mes photos à l'intérieur de ces chapitres-là. Et ça me permet aussi, quand je fais l'analyse des photos à garder et à pas garder, bah, je me focalise sur un chapitre à la fois. Et donc une fois que j'ai retiré les photos de chacun de ces chapitres dont je n'ai pas besoin, qui vont dans les rejets, eh bien, je passe donc dans Puro, et dans Puro, j'ai ça, c'est-à-dire j'ai un sous-répertoire DxO qui est créé. Et ensuite, je travaillerai sur les photos qui vont être dans ce sous-répertoire DxO. Et après, je te parlerai un peu plus tard de ce que je fais, une fois que j'aurai terminé de travailler sur les images. Tu peux aussi choisir de renommer ton photo, donc là, ton fichier. Donc là, j'ai créé une sorte de pattern, de preset, où en fait, il prend le fichier de départ, le nom du fichier de départ, et puis il y applique la date, l'heure, et il va aussi mettre DxO en suffixe pour que je puisse bien voir à quoi ça correspond. Voilà, et tu vois un aperçu qui est ici. Ensuite, il y a ce paramètre-là, importation dans une collection de Lightroom. Alors, c'est quelque chose dont j'avais fait référence précédemment dans une autre vidéo, mais par défaut, Puro va te créer une collection dans Lightroom. Je ne suis pas fan de ça. Je leur avais dit, hein, déjà, je voulais une fonctionnalité qui allait désactiver cette option automatique. Jusqu'à Puro 3, eh bien, on ne pouvait rien faire. Il y avait toujours une collection de créer dans Lightroom. Et alors, pourquoi je n'aimais pas ça? Parce que j'utilise les collections dans Lightroom, mais j'ai pas envie... Ça ne me sert à rien d'avoir une collection pour les fichiers résultants de DxO. Voilà, ça ne me sert à rien. Donc à chaque fois, même si le fait d'avoir des collections à l'intérieur de Lightroom ne prend pas de place en soi, ça m'oblige à faire du nettoyage après coup, et si je n'ai pas à le faire, tant mieux. Et puis depuis Puro 3, eh bien, ils ont rajouté une option qui permet de le mettre dans une collection en cours. Et quand on fait la collection courante, c'est-à-dire ajouter à une collection ici, quand on descend, voilà, tu as collection courante ou une collection existante. Eh bien, si tu mets collection courante et qu'au moment où tu as appelé Puro depuis Lightroom, tu n'étais pas dans une collection, à ce moment-là, il ne va pas créer de collection. Voilà. Et alors, j'aurais demandé il y a quelques semaines, quand on a eu la petite réunion en privé pour discuter des avancées de Puro 4, j'aurais demandé, est-ce que c'est un bug qui a été introduit dans Puro 3 ou c'était une certaine volonté? Parce que le phrasé, il n'est pas très clair. Et puis c'est surtout qu'il n'y avait rien eu en tant que documentation pour te dire, si tu ne veux pas qu'une collection soit créée, il faut que tu appelles en dehors d'une collection et que tu choisisses collection courante. Ça n'a jamais été expliqué. Donc là, ils me l'ont confirmé et ils m'ont dit, non, c'est pas un bug, on a voulu faire ça, et effectivement, c'est un bon moyen pour éviter d'avoir une collection. Voilà. Et donc, quand tu es satisfait, eh bien, tu fais appliquer. Et ensuite, tu fais traitement maintenant. Alors, on pourrait rester là et puis attendre et voir les photos. Seulement, comme tu as vu tout à l'heure, quand on voulait appeler Puro, on avait deux options pour appeler. Et Puro 4, le plus gros changement de Puro 4, c'est justement cette nouvelle option. Donc, je reviens dans Fichier, je fais exporter avec paramètres prédéfinis, et là, je vais choisir Aperçu et traitement avec Puro 4. Et regarde ce qui va se passer. Là, je vois mon aperçu de l'image. Et ça, c'est très très bien. C'était quelque chose que j'adorais dans Topaz, avec Dinoise, avec Sharpen et avec les autres logiciels. C'est que, contrairement à Photolab, c'était le problème que j'avais avec Photolab. Photolab, on ne pouvait pas voir l'aperçu du choix que l'on allait faire au moment de la netteté ou la gestion du bruit. On avait un tout petit encart et il fallait générer l'image, donc l'exporter pour pouvoir voir pour pouvoir bien apprécier le résultat. C'était quelque chose que je n'aimais pas. Et là, dans Puro 4, on peut vraiment bien apprécier. Donc on peut agrandir ça comme ça. Bien que j'ai noté que quand je l'ouvre en grand écran, le Puro 4, peut-être que ça va être amélioré dans une mise à jour. Des fois, il y a des bugs graphiques. Mais à gauche, c'est l'original. À droite, c'est le traitement en fonction de ce que j'ai ici de sélectionné. Donc, netteté de l'objectif. En standard, tout le reste est coché. DNG, fichier DxO. Ici, je vais décocher le fichier DxO pour ne pas
l'inclure. Le renommage, on va le laisser tel quel. Et comme je ne suis pas dans une collection, très bien, il ne va pas m'en créer une. Et là, du coup, en bas, ici, tu vois que j'ai 1, 2, 1. Et puis quand je clique ici, je peux changer. Alors, il faut savoir une chose, c'est que par défaut, quand tu installes Puro 4, l'aperçu ici n'a pas été fait automatique. Et tu es obligé de venir cliquer ici, c'est un bouton, tu cliques et il va te faire générer l'aperçu. Si comme moi, tu as envie d'avoir l'aperçu fait automatique, il faut aller dans Puro et dans les préférences de Puro. Et là, tu n'as pas grand-chose. Hein. Tu as la langue, là je l'ai passé en français pour le besoin de cette vidéo. L'accélération d'E-Prime, bon, ça a à voir avec ta carte mère, etc. Mais c'est ici, activer le calcul automatique de l'aperçu. Par défaut, ce n'est pas coché. Donc, je t'invite à le cocher si, comme moi, tu as envie de le voir automatiquement. Et donc là, on va cliquer sur 1.1. Voilà, on est à 100%. Le temps que ça se rafraîchit, tu vois, voilà. Avant, c'était en rouge, là, maintenant, c'est en vert. Et donc là, eh bien, tu connais le principe, hein, on passe comme ça. Alors, si tu dis, mais non, il y a l'air d'avoir plus de bruit ou quoi que ce soit, oui, parce qu'il ne prend pas en considération les paramètres de Lightroom. Et par défaut, Lightroom, il te gère un petit peu le bruit, comme il te gère un petit peu la netteté par défaut. Donc c'est pour ça que ça peut paraître pire, ici sur la gauche. Mais au moins, ça te permet d'apprécier et de voir ce que tu as à cet endroit-là. Et tu vas surtout pouvoir voir ce que ça va donner en changeant la netteté de l'optique. Donc je ne vais pas le faire ici en soi, je vais te le montrer sur une autre image. Et quand tu es satisfait, par exemple, là, on va rester sur standard, par exemple, et puis on va dire que je ne veux pas la vignettage. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à l'image de départ. Voilà. Regarde ce que fait le vignettage. Tu vois comment il a géré le vignettage ici. Des fois, quand tu veux faire avant-après, aussi petite, il ne va pas y avoir d'aberration chromatique ici, mais petite astuce. Quand tu veux comparer avant-après, surtout en ce qui concerne la netteté, tu t'aperçois que l'image, ici, elle a l'air de sauter. La raison pour laquelle elle saute, c'est parce qu'on a une correction de la distorsion de l'objectif. Donc si je décoche la distorsion, c'est quelque chose que je fais souvent ici. Pourquoi? Pour pouvoir mieux apprécier comme ça. Et une fois que j'ai fait mon choix, si jamais je ne suis pas sûr de standard, etc., une fois que j'ai fait mon choix, je reviens activer la distorsion. Et tu vois, comme ça, l'image ne varie pas et c'est quand même pratique. Donc là, je vais le réactiver ici. Ce que je vais faire, je ne vais pas activer le... Je n'ai pas activé ça. Est-ce que je vais l'activer ou pas? Non, si, je vais l'activer quand même, pour qu'on puisse bien juger. Tu peux sélectionner l'autre image et tu peux faire la même chose. Donc, le temps que ça charge ici, ce que je vais te montrer, c'est que ici, si je reviens là, voilà, je vais désactiver la distorsion, mais je vais sur celui-ci. Celui-ci a la distorsion. Ça veut dire que quand je vais lancer le traitement, cette photo-là aura la distorsion de gérer, mais cette photo-là, tu vois, elle a enregistré que pour cette image-là, la distorsion n'est pas activée. Donc, ça veut dire qu'on a cette idée de suite, cette idée de chaîne de traitement, comme on a dans Puro quand on l'ouvre en standalone, en application en dehors du plugin. Donc là, je vais réactiver la distorsion parce qu'elle m'intéresse. Donc, là, pareil, on peut passer à 100%. Donc là, ici, le temps que ça charge, tu vois que c'est en rouge ici en bas, voilà, c'est passé en vert. Et donc là, on peut comparer. Sur le portrait. Et c'est là justement que ça va être intéressant, cette histoire de désactiver la distorsion pour bien voir l'effet sur la netteté. Là, j'espère que tu peux l'apprécier. Regarde les sourcils. Avant, après non. Mais tu vois que ça bouge. Donc des fois, c'est pas si simple que ça. Eh bien, regarde ce qu'on va faire. On va désactiver la distorsion. Il va nous régénérer l'aperçu. Voilà. Et maintenant, l'image ne bouge plus. Mais on peut voir la netteté. Regarde le gain sur l'œil de la netteté, sur les sourcils. C'est drôlement bien. Et si on pourrait dire, OK, on est en standard. Qu'est-ce que ça fait si on était en élevé? Le temps que ça génère. Et là, tu peux vraiment voir ce que ça donne. Et quand on voit ça, eh bien, tu peux dire, ouais, ça reste quand même très propre. Mais est-ce qu'on a besoin d'autant de netteté? Et c'est là où avant, on était un petit peu dans l'aveugle, hein, à Puro 2, Puro 3, Puro 4, si on ne prend pas avec l'option de visualiser les choses, eh bien, de savoir est-ce que élevé, c'était nécessaire, standard, ou bien fort, est-ce que c'était nécessaire? Donc, tu vois, là, voilà, ça serait intéressant de savoir, est-ce que faible, on a un gain par rapport à rien? Bah, c'est très, très, très léger. Vraiment très, très léger. Mais pour certains portraits, certains objectifs, surtout depuis que je suis avec le GFX, si tu ne sais pas de quoi je parle en parlant du GFX,
Le lien s'affiche en haut de la vidéo où je suis parti faire du paysage. Je t'ai amené avec moi et je t'ai parlé de mon nouvel appareil du moyen format de chez Fuji. Quand je suis avec le GFX, avec le 55 mm ou avec le 80 mm, eh bien, les objectifs de chez Fuji ont tellement de piqué que c'est trop de gérer la netteté et je suis obligé de me rester sur faible. Donc là, on va mettre sur standard. Voilà. Et ensuite, on a ici l'oiseau. Alors, tu remarqueras que là, la luminosité est vraiment différente. Pourquoi? Parce que c'est une interprétation du RAW sans tenir compte de la luminosité que l'on peut avoir dans Lightroom. Donc, l'image est sombre. Mais t'en fais pas. Au final, on aura ce que l'on veut avoir. Donc là, le temps de passer à 1,1, on va arriver ici, voilà. Le temps qui me régénère l'aperçu. Et voilà ce que ça fait. Le bruit, regarde comme c'est très bien. Regarde la netteté qu'on peut avoir. C'est vraiment, vraiment très propre et un bon gain de netteté. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, je vérifie vite fait. Hop, collection. Très bien. Je vais faire traiter maintenant. Et il va me faire les 4. Et tu vois, il me donne un aperçu que ça va prendre un petit peu de temps. Et on peut même cliquer en haut ici normalement et on devrait voir le traitement se dérouler quand il est lent. Mais là, ça va prendre 1 minute. Je t'avoue que quand je fais mes photos issues du moyen format, c'est presque 1 minute, voire 1 minute 30 par image, dans certains cas. Voilà. Donc, mais c'est aussi 102 mégapixels, donc il y a beaucoup de données à gérer. Et une fois que ça a été traité, on va se retrouver dans Lightroom et on va voir ce que ça donne. Alors, il reste 1 seconde, c'est presque terminé. Voilà, ça a fermé et on se retrouve dans Lightroom et tu vois qu'automatiquement, mes photos ont été rajoutées dans Lightroom. Alors, pour bien les identifier, ce que je vais faire, c'est que on le voit au nom, hein, y a le DNG ici qui s'affiche, donc on va le mettre, je te propose on va le mettre en rouge pour que ce soit plus visible. Voilà, c'est celui-là, c'est celui-ci et c'est celui-là. Alors, si on commence par l'oiseau, par exemple, quand on remarque ici, dans les paramètres de détail, tu remarqueras qu'automatiquement, la netteté a été mise à 0, la gestion du bruit a été mise à 0, alors qu'au départ, elles avaient été activées par défaut, etc. Ce qui est clair, c'est ce problème de luminosité. Ce n'est pas un problème du tout. Ça arrive sur certains fichiers et pas d'autres. Je t'avoue que sur le Fuji, j'ai pas ce souci-là. De toute façon, c'est pas grave. Ce qu'il nous suffit de faire, on va passer en R et A, par exemple ici, on va glisser notre fichier RAW, et puis là, sur le fichier DNG, eh bien, on va augmenter la luminosité, aussi simple que ça. Voilà, et là, ça me paraît de la même luminosité. Ce que l'on va remarquer déjà, c'est qu'au niveau des couleurs, tu t'apercevras qu'on a des couleurs qui sont un petit peu plus riches. Et c'est là l'étape du dématrissage. C'est-à-dire que Puro ne va pas inventer des couleurs. Ton fichier RAW de départ qui avait des couleurs, tu les as, ces couleurs, elles sont toujours disponibles. Seulement, ce qu'a fait Puro, c'est qu'il a obtenu une certaine justesse de couleurs par rapport à l'étude du fichier RAW qui lui a été transmis. Donc c'est pour ça qu'on a des couleurs qui vont être beaucoup plus riches au sortir, même si au départ, l'analyse de l'image paraissait plus sombre. Ce qui veut dire qu'avec Puro, certes, on a juste à bouger un curseur, c'est tout, mais on a exactement le même rendu, mais les couleurs sont très intéressantes. Alors, en ce qui concerne la netteté, etc., si on fait une comparaison entre les deux, entre Puro et Topaz, on a Topaz, ce que je vais faire, je vais les inverser, on a Topaz qui est à gauche, on a Puro qui est à droite. Au niveau de netteté, regarde le contraste à cet endroit-là. Tu vas t'apercevoir qu'on en a beaucoup plus. Tu te rappelles que que Topaz, on avait dit, il gère aussi le bruit, mais aussi la netteté, et donc il nous gérait la netteté. On avait trouvé qu'il y avait plus de netteté que ce que l'on avait à l'issue du traitement de Lightroom. Mais là, tu t'aperçois que quand on compare les plumes issues de Puro par rapport à Topaz, le résultat est quand même beaucoup mieux maintenant. Je dois te préciser aussi, certains m'avaient
dit que les résultats qu'ils avaient, quand j'avais fait la revue de Photolab, ils m'avaient dit « Ah, Photolab, les résultats sont absolument super de Netlib, bien mieux que ce que j'ai avec Lightroom et bien mieux que ce que tu as avec Topaz. » La raison pour laquelle je n'étais pas impressionné à l'époque, c'est qu'à l'époque où j'avais fait la vidéo, c'était Puro 1. Et Puro 1 n'utilisait pas le même algorithme. Donc quand moi je suis passé à Puro 2, ils étaient passés à 10' XD déjà. Et donc là, les résultats étaient nettement mieux par rapport au simple 10' qu'il y avait dans Photolab. Et donc là, maintenant, je trouve honnêtement que ce que nous propose Puro 2, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. En ce qui concerne le bruit, bien géré. C'est moins lisse, hein, dans certains cas, que ce que nous propose Topaz. Si on regarde avec le portrait, tiens, par exemple. Donc le portrait, on va faire une simple comparaison. Là, ce qui est intéressant, c'est que le portrait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de problème de luminosité. C'est exactement la même. Tu remarques qu'il y a juste la distorsion, là, qui a été changée. Pareil, idem, si on revient ici dans les détails, tout a été mis à 0. Correction de l'objectif, tu vois que ça a été désactivé automatiquement parce que le plugin sait que ça ne sert à rien d'appliquer la correction d'objectif ici alors qu'on l'a déjà traité dans DxO. Si on compare ça avec Topaz, rappelle-toi, Topaz, on avait gagné en netteté. On n'avait pas beaucoup de bruit, mais on l'avait géré. Mais c'est surtout en netteté. Regardons. Donc là, je vais inverser. Et donc, on a Topaz qui est à gauche et DNG qui est à droite. Et quand on regarde, eh bien oui, il y a plus de clarté dans l'œil de Topaz qu'il y en a dans l'œil de DxO. Cela dit, je trouve que dans certains cas, regarde au niveau de la peau, regarde à quel point on a des détails de pores ici où on n'en aurait pas besoin. Là, c'est un petit peu plus doux au niveau de la peau. Si on regarde au niveau de la barbe, je trouve qu'il y a un aspect organique des choses, un peu plus naturel dans la netteté que l'on a, qui respecte en fin de compte la netteté que l'on avait de l'objectif. Il l'a amélioré, mais il n'a pas absolument voulu que tout soit net. Et c'est la critique que j'aurais à faire à Topaz, c'est qu'il va avoir tendance à... Il n'analyse pas forcément le sujet. Et il va vraiment augmenter la netteté de tout. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des parties ici qui sont censées être floues, mais qui ont été accentuées. Alors que celles-ci, elles ne l'ont pas été. Donc, je trouve que le rendu est beaucoup plus agréable. Regarde, tu l'as là, regarde le niveau de netteté qu'on a ici sur la barbe à cet endroit-là, alors que là, c'est quand même beaucoup plus acceptable. On n'a pas besoin d'être trop rigide là-dessus. Au niveau du grain, du bruit ici, il n'y a rien à dire, c'est propre. Mais tu vas voir qu'il y a quelque chose de différent au niveau des cheveux. Regarde cet aspect peinture que l'on a ici dans les cheveux de Topaz, que l'on n'a pas dans les cheveux ici de DxO. J'ai trouvé que DxO Puro en général avait tendance à mieux gérer la netteté et le bruit dans les parties sombres et à mieux gérer le contraste. Et ça va se retrouver dans les photos qui suivent également. Si on compare par exemple cette photo-là avec cette photo-ci. Donc, comparaison ici, j'en suis là, comparé à celle-ci. Donc, j'inverse, Topaz est à gauche, DxO est à droite. Quand on regarde le niveau de contraste que l'on a récupéré. Regarde le niveau de contraste que l'on a. Alors, on va se dire, tiens, ouais, mais c'est pas tout à fait la même tonalité. Hein. Encore une fois, c'est juste une question de teinte et on pourrait justement le gérer un peu. La question est, est-ce que tu as envie de réduire la saturation que tu as là? C'est un choix, mais en ce qui concerne le contraste, il est là. Regarde les détails dans la peinture ici, par rapport aux détails que l'on a là. Et on était déjà satisfait de ces détails-là, mais regarde à quel point on les a récupérés. C'est vraiment magnifique. Mais si tu te rappelles, un des problèmes qu'on avait, c'était surtout au sol. Tu te rappelles de ça? Ben, regarde ça maintenant. Je trouve ça très propre, très acceptable ici. La transition est très organique et très naturelle ici. Dessous, ok, on a certains trucs qui sont un peu bizarres, mais pas aussi bizarres que ce que l'on avait à cet endroit-là. Donc les résultats sont quand même nettement mieux. Et si tu as besoin davantage de netteté, hein, imaginons que tu aies besoin de netteté, ben,
Allons dans développement et essayons de faire, tiens, et si on essayait d'avoir le même rendu, alors on va glisser cette photo-là, ici, si on voulait avoir le même rendu de netteté que l'on avait là, on veut l'avoir ici. Ah ben c'est pas grave, on est ici, donc sur cette image-là, j'aimerais bien augmenter, alors j'augmente le zoom, mais là je ne peux pas trop augmenter celui-là malheureusement. Ce que je vais faire, c'est que, voilà, comme ceci. Là, je vais donc réduire un petit peu pour avoir la même taille, hein, tant qu'à faire, quitte à juger. Voilà, ça me paraît être le même. Eh bien, tiens, on remarquera d'ailleurs que sur celui-ci, eh bien, il n'a pas désactivé la correction d'objectif. Donc, ce que l'on va faire, généralement, je viens ici et je désactive totalement cette correction. Boum. Celle-là. Le détail, il nous avait désactivé les choses, très bien. Si on a envie de pousser, et je t'avoue que je ne suis pas sûr de vouloir pousser, mais si jamais on avait envie de pousser, eh bien on pourrait très bien le faire. J'ai encore l'outil de netteté ici, je pourrais très bien jouer ensuite avec le marquage et les autres paramètres. Voilà. Et je pourrais augmenter la netteté. Et ainsi avoir ça. Et avoir un même niveau de netteté que l'on avait là. Si on regarde les autres, la dernière photo, celle-ci et celle-là, comparons. C'était assez catastrophique cette photo-là, avec les 8000 ISO. Ben, quand on zoome dedans, regardons ce que l'on obtient. Les cheveux surtout. Regarde, on avait dit qu'on avait déjà plus de rendu de cheveux par Topaz que l'on en avait pour Lightroom. Petit rappel, hein, ici. Tiens, voilà, ici. Regarde, Lightroom à gauche. Le DNG de DxO à droite. Regarde les détails que l'on a là. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Regarde le contraste que l'on a. Le bois qui paraît absolument naturel ici. Sur les murs, il n'y a plus de bruit. Certes, mais regarde la texture que l'on a. Et alors le vêtement, justement. On avait dit que Lightroom, on avait perdu totalement les détails ici. Qu'est-ce qu'il en advient avec Topaz par rapport à Puro? Ben, Topaz, on a dit, ça monte à peu près ici. Ah ben, à peu près ici. Donc, je gagne les mêmes détails à cet endroit-là. Par contre, le rendu n'est pas le même. Hein. Le rendu est certainement pas le même. Quand on descend, regarde au niveau des mains. Ça me paraît propre. La texture du tissu. Regarde la différence, le contraste que l'on a dans les chaussettes. La texture du tissu aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il en advient du sol? Ben, le sol, il paraît quand même plus naturel. Plus naturel que ça. Dans la pierre, on a d'autres couleurs. Donc on a une richesse des tons que l'on pourrait diminuer si on n'a pas envie de l'avoir, mais au moins on les a là. Et on a les détails. Alors qu'est-ce que je fais quand j'arrive à ce moment-là? Quand j'arrive à ce moment-là, je traite mes fichiers DNG issus de DxO, j'applique mes presets, je fais mes traitements, je fais le traitement du rendu. Et ensuite, eh bien, j'envoie ça dans Photoshop où je vais nettoyer mon image, etc. Et je reviens avec un fichier TIFF. La question se pose, qu'est-ce qu'il en advient de ce fichier DxO? Qu'est-ce que je garde? Est-ce que je garde mon RAW propriétaire? Est-ce que je garde le DxO, le fichier DNG de DxO, et je garde le TIFF? Alors, je garde le TIFF, bien entendu, parce que c'est ma photo finale, c'est évident. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est que je ne vais pas garder le fichier DxO, le fichier DNG de DxO. Pourquoi? Pour une question de place, mais aussi parce que le fichier DNG de DxO, il est issu d'une technologie à un moment T. C'est un DNG linéaire, et comme je t'ai dit, linéaire parce qu'il y a certaines informations qui ont été attribuées, la netteté, la gestion du bruit et les différentes aberrations. Ça va s'améliorer dans le temps. Donc DxO 5, enfin Puro 5, ou Puro 6 et autres vont sûrement avoir un algorithme qui va être mieux. Et donc, l'interprétation du fichier RAW sera mieux. On sait très bien qu'un fichier RAW qui a été produit, sorti de l'appareil il y a 15 ans, et qu'on l'ouvre aujourd'hui avec les logiciels que l'on a, si on compare le résultat d'aujourd'hui par rapport au résultat que l'on avait dans Lightroom 1 ou Lightroom 2 par exemple, eh bien tu vas t'apercevoir que tu vas pouvoir tirer beaucoup plus d'informations de ton vieux fichier RAW aujourd'hui que tu pouvais le faire il y a 15 ans. Eh bien,
Voilà l'intérêt de garder le fichier RAW intact. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends, comme les transformations dans Lightroom sont dans le DNG de DxO, eh bien ce que je fais, c'est que je prends toujours le fichier DxO, je prends le fichier RAW natif et je fais une synchronisation des traitements de Lightroom sur le fichier RAW natif. Certes, quand je vais regarder ce fichier RAW natif, je vais le regarder, le résultat ne va pas être joli. Pourquoi? Parce que normalement, ces transformations, elles ont été faites sur un fichier où les aberrations chromatiques, les vignettages, la distorsion a été gérée, etc. Donc l'appliquer sur un ancien épuise la gestion du bruit et netteté. Mais ça me donne une idée de comment j'avais traité mon fichier. Voilà pourquoi je fais ça. Et une fois que j'ai fait ça, je supprime mon DNG linéaire de DxO, je le supprime, et mon fichier RAW natif, le CR3 ici, ou mon NAF, eh bien, je le convertis en DNG. Voilà. Non pas un DNG linéaire, un simple DNG produit dans Lightroom, pour les raisons que j'explique dans la vidéo dédiée au DNG. Donc voilà comment je garde mon fichier RAW départ qui a été converti en DNG au final, et mon fichier TIFF qui a l'image. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est une vidéo longue, je le reconnais, mais je voulais te montrer tous ces détails-là et j'espère que ça t'aide à avoir une meilleure idée de ce qu'est Puro 4, la différence entre Puro 4 et les autres. On a vu la plus grosse différence de Puro 4 par rapport aux autres, c'était cet aperçu que l'on n'avait pas avant, à savoir D' XD2. Est-ce qu'il y a un avantage entre XD2 et XD? Personnellement, j'ai fait le test, je n'arrive pas à voir. Je vois qu'il y a un changement, mais je ne peux pas te dire s'il y a un mieux ou pas. Je vois un changement au niveau des pixels, mais je ne vois pas une amélioration en soi. Mais ça, c'est par rapport aux objectifs que j'ai là. Peut-être que toi, avec un autre appareil, un autre objectif, tu vas voir une nette amélioration. Voilà, dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo, mais surtout, dis-moi dans un commentaire quelle solution tu utilises pour gérer le bruit, la netteté, les distorsions. Est-ce que tu utilises Photolab? Est-ce que tu utilises Pure RAW? Est-ce que tu utilises Capture One? Est-ce que tu fais tout dans Capture One ou est-ce que tu utilises une combinaison avec DxO Pure RAW? Est-ce que tu utilises comme moi Lightroom avec une combinaison de Pure RAW? Est-ce que tu utilises Topaz? Si oui, quel logiciel tu utilises? Est-ce que tu utilises Photo AI ou est-ce que tu utilises Denoise et Sharpen? Dis-moi tout ça dans un commentaire et n'oublie pas, le pouce, ça aide énormément. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, ben fais comme moi, capture-le et puis aussi, travaille tes photos avec le logiciel qui te permet d'obtenir le meilleur résultat possible pour toi. Cheers!